Sciences Po a formé de nombreux hommes politiques, mais aussi des écrivains et des journalistes et même des humoristes. Mais les règles d'admission paraissent de plus en plus complexes. On en parle avec nos invités. Lamise Azab, vous êtes directrice du campus de Sciences Po Paris. Bonjour. Bonjour. Paul Dumont-Lebellec, vous êtes étudiant de première année sur le campus de Paris aussi. Bonjour. Et Pauline Bensoussan, vous êtes directrice des admissions de Sciences Po. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Jeanne Patureau, vous allez un peu nous expliquer comment se passe l'intégration à Sciences Po, l'école de la rue Saint-Guillaume, comme on dit. Oui, parce que les épreuves écrites du concours ne sont plus celles qu'on a longtemps connues dans d'immenses salles d'examen très impressionnantes. Désormais, les candidats doivent remplir un dossier chez eux, qu'ils sélectionnent sur Parcoursup. Ce dossier comporte plusieurs matières. D'abord, ils doivent renseigner leurs notes scolaires, et puis également répondre à des questions de motivation et un essai. Ça, c'est pour tester un petit peu leur capacité en rédaction. Et puis le jury va également analyser leur trajectoire au lycée. Et si les notes obtenues sur ce dossier sont suffisantes, ils vont pouvoir passer un oral, un grand oral de 30 minutes. Alors, quel est le profil des admis ? Alors, les places sont assez chères. Les admis sont de très, très bons élèves. L'année dernière, moins de 10% des candidats ont obtenu une proposition d'admission. Et puis, parmi eux, 95% ont obtenu leur bac avec une mention très bien et 45% avec les félicitations du jury. Et concernant le choix des spécialités, pour parler un petit peu du profil vraiment de ces lycéens, il n'y a pas vraiment de spécialité favorite. Sciences Po est assez vigilant là-dessus, explique qu'il n'y a pas de choix qui serait un boulevard pour atteindre l'école. En revanche, en 2022, 80% des admis avaient choisi la spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, ce qui est assez logique quand on veut étudier dans un IEP. Alors, sur ce Parcoursup, il y a énormément de formations. Est-ce qu'on peut y voir un peu plus clair ? Oui, donc Sciences Po dispose d'autres campus qui sont des campus plus régionaux, au-delà du simple campus de Paris. Donc, ce sont des campus qui vont se concentrer sur une zone géographique et ils se trouvent en province. Donc, il y a par exemple le campus de Menton qui est spécialisé sur la zone du Moyen-Orient ou celui de Poitiers qui est spécialisé sur l'Amérique du Sud. Il existe également 11 doubles diplômes. Qui sont des doubles diplômes qui peuvent paraître parfois un petit peu originaux, comme par exemple celui en partenariat avec l'Université de Paris sur une licence d'SVT. Voilà, de sciences et de la vie et de la terre. Exactement. Voilà. Paul Dumont-Lebellec, alors on vous a présenté comme le major de Sciences Po, que vous avez obtenu à un âge très jeune, ouais, à 16 ans, c'est ça ? Alors comment vous avez fait ? Alors, du coup, j'avais candidaté comme tout le monde enfin pas comme tout le monde, mais sur Parcoursup. Moi, j'avais candidaté que pour le programme simple, pas de double diplôme, et j'avais candidaté pour le campus de Paris et de Poitiers. Donc le campus franco-américain ? Non, Poitiers, c'est latino-américain. Latino-américain. Parce que moi, j'ai la double nationalité, je suis franco-péruvien. Du coup, c'était le campus qui me parlait le plus. Et après l'oral, on m'a affecté sur le campus de Paris. Comment s'est passé le dossier ? Alors aujourd'hui, comme disait Jeanne, il n'y a plus de concours d'épreuves écrites. Hein. C'est un dossier qu'on fait chez soi. Ouais. Comment vous avez fait ? Est-ce que vous êtes fait aider par vos parents, par la famille, des enseignants, ou vous avez fait ça tout seul ? Je me suis fait aider de mes parents un peu, et aussi des enseignants. Après, c'est quelque chose que je voulais aussi faire moi, parce que je pense pour Sciences Po, c'est important aussi d'avoir des textes qui sont très personnels. Et donc, du coup, c'est quelque chose que j'avais essayé de faire le maximum moi-même. Après, bien sûr, je me suis fait aider, mais voilà, c'est quelque chose de... Qu'est-ce qui était le plus difficile dans le dossier scolaire, dans le dossier de Parcoursup ? C'est la lettre de motivation Moi, le plus difficile pour moi, ça a été de relier ma personnalité avec Sciences Po, enfin, tout le travail de recherche sur la maquette pédagogique, sur les associations à Sciences Po, sur des cours précis, et essayer de relier mon projet avec Sciences Po en particulier. Qu'est-ce que vous avez dit en particulier, par exemple ? Par exemple, que moi, je voulais candidater sur le campus de Poitiers parce que j'étais franco-péruvien, que je voulais aller à Paris parce qu'il y avait telle association que je souhaitais intégrer à Sciences Po sur le campus de Paris, ou tel cours à Paris, donc ce genre de choses. J'ai une question, alors Pauline Bensoussan ou Lamise Azab, laquelle des deux va répondre. C'est pourquoi a-t-on supprimé le concours ? Parce que ceux qui nous écoutent et qui nous regardent se souviennent du fameux concours de Sciences Po. Souvent d'ailleurs, les élèves de terminale s'inscrivaient, moi c'était comme ça à mon époque, dans des préparations pour se préparer au concours. Et puis ça a été supprimé. Pourquoi a-t-on supprimé le concours de Sciences Po ? Alors, plusieurs réponses à votre question. En fait, ça a été plusieurs facteurs. D'une part, on a considéré qu'il était important d'évaluer
nos procédures d'admission pour porter un regard neuf sur ce qui fonctionnait moins bien. Et donc, on a eu tout un travail de réflexion sur comment admettre. On a regardé ce que faisaient nos partenaires, nos concurrents à l'échelle nationale, internationale. Ça a été un premier point. Ensuite, on a été confronté à la réforme du baccalauréat qui, du coup, allait naturellement changer nos épreuves et la nature de nos épreuves qui étaient historiquement calées sur les sessions les différentes filières du baccalauréat. Et enfin, on a eu l'entrée sur Parcoursup, qui a été une obligation pour l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, qui allait énormément changer notre calendrier d'admission, parce qu'avant, on disposait de 6 mois. Les candidats c'est vrai que le concours avait lieu pendant l'été, nous, voilà. À la rentrée. Alors, dans les dernières années, il avait lieu en février. Donc, on avait les candidatures jusqu'en janvier. Ensuite, il y avait une évaluation de dossiers. Certains dossiers étaient dispensés. Ensuite, on avait l'écrit, on avait l'oral, et on avait beaucoup plus de temps. Parcoursup, c'est 2 mois d'évaluation. Et donc, dans tous ces éléments nous ont amenés à proposer, comme beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur, un dossier solide sur lesquels on fait confiance aux établissements d'enseignement secondaire, puisque les notes qui comptent beaucoup dans le dossier sont regardées de façon très qualitative. Et donc, du coup, c'est une des raisons. Par ailleurs, l'ensemble des candidats à Sciences Po n'avaient pas ce concours écrit, puisque nos candidats pour les doubles diplômes, nos candidats des conventions d'éducation prioritaire ou nos candidats internationaux n'avaient pas cet écrit. Et donc, il nous a semblé plus juste de procéder avec une suppression de cette épreuve. Par ailleurs, un autre élément qui était dans nos objectifs institutionnels, qui était la diversité de nos populations. On sait que tous les candidats n'avaient pas la chance d'avoir à proximité des prépas qui pouvaient les préparer, ou certains n'avaient pas non plus les moyens de faire cette préparation qui était un exercice très intéressant, mais qu'on a considéré qui pouvait être, en tout cas... Et le concours, changé. On pourrait imaginer qu'un concours, finalement, une épreuve écrite revienne l'année prochaine? Alors, on est en train d'évaluer de nouveau, après 3 ans de Parcoursup, 3 campagnes, nos objectifs institutionnels en termes de recrutement du corps étudiant. Donc, on a une réflexion en cours, le directeur l'a mentionné fin août. Et donc, il n'y a pas encore les conclusions, mais en tout cas, on réfléchit de façon globale à nos procédures d'admission de façon très régulière. La mise à ZAB, comment se passe alors, on parle de 8000, c'est ça, 12 000 candidatures en tout. Enfin, c'est assez énorme. Comment se passent les évaluations? Est-ce que vous donnez ça à des profs qui regardent les dossiers? Comment ça se déroule? Tout à fait. Alors, Pauline pourrait poursuivre. Ça doit être un travail assez extraordinaire. Absolument. Et on associe des enseignants qui connaissent très bien la maison, donc qui savent très bien en quoi consiste notre maquette pédagogique d'une part, mais aussi quelles sont les exigences à Sciences Po, ainsi que la qualité humaine sur laquelle on met vraiment énormément l'accent. On recherche chez les candidats quelque chose qui soit à l'entrecroisement entre une excellence académique, mais aussi une capacité personnelle à déployer différentes compétences et à le faire de façon tout à fait objective, parce qu'il y a des disciplines dans lesquelles on s'inscrit, mais subjective aussi, comme l'a dit un peu Paul, c'est-à-dire un projet personnel, comment le déployer dans le contexte de Sciences Po. Donc là, par exemple, il y a des enseignants qui ont une pile de dossiers et qui doivent les noter tout simplement selon la lettre de motivation, le dossier scolaire, c'est ça? Les composantes techniques, Pauline les maîtrise. Alors c'est vrai que c'est un peu l'âge du capitaine quand on regarde comment... Alors il y a un tiers, un quart, 30%, 40%. J'avoue que je me suis un peu perdue. Je ne sais pas toi, Jeanne, mais c'est assez complexe pour savoir. Il faudrait un espèce de logiciel pour calculer ses chances d'être admis, parce que c'est quand même assez complexe. Peut-être un premier point, c'est que tous les dossiers sont évalués par des évaluateurs. Donc c'est des êtres humains. C'est des êtres humains. Il n'y a pas de machine qui lise les lettres automatiquement, parce que ça existe. Hein. Oui, et elles sont même lues par 2 évaluateurs.
Donc, c'est-à-dire que chaque dossier est attribué à 2 évaluateurs. Effectivement, on a beaucoup d'enseignants, des enseignants du secondaire et des enseignants du supérieur et du personnel de Sciences Po académique et des équipes pédagogiques qui regardent ces dossiers et qui attribuent des notes. Sur le dossier, donc on a 3 épreuves. La première épreuve, c'est un calcul automatique des notes du baccalauréat. Donc les données sont remontées par Parcoursup et Sciences Po en tire une note et c'est pour tout le monde pareil. Ensuite, on a les performances académiques et la trajectoire du candidat. Donc là, on regarde les bulletins scolaires, on regarde les appréciations des enseignants, on regarde le contexte d'études également, donc le lycée, pour prendre en considération l'environnement scolaire de l'étudiant. Et vous avez la 3e épreuve qui est ce que vous avez mentionné, les essais, à la fois la motivation, donc il y a 3 questions de motivation, ce n'est pas une lettre de motivation, on a 3 questions spécifiques, et ensuite un essai personnel qui est, on publie chaque année 5 questions au choix, et le candidat, prépare une de ces questions. Une de ces questions. Et il y répond. Est-ce qu'on peut donner juste un exemple de questions qu'on pourrait poser au candidat? Oui, les questions sont, par exemple, je ne sais pas, Paul, ce que vous aviez choisi comme question. Moi, il fallait que j'attribue un prix Nobel à quelqu'un qui ne l'avait pas eu. Enfin, en tout cas, c'est le sujet que j'avais choisi. Ouais. Voilà. Je connais une candidate qui avait choisi ce sujet aussi. Et on a, par exemple, un sujet sur l'intelligence artificielle cette année, où on demande à un représentant lycéen d'exprimer sa position sur l'usage de l'intelligence artificielle dans le comité de direction de son lycée. D'accord. Il existe aussi d'autres Sciences Po, alors, qui s'appellent les IEP, les IEP de province, les Sciences Po de province, qui existent aussi, et Jeanne va nous en parler. Oui, parce que ça peut être un petit peu difficile de s'y retrouver, notamment quand on parle des campus en province de Sciences Po Paris. En effet, il existe des IEP de province. Alors, il en existe 9, donc dans plusieurs villes, Lille, Lyon, Aix, ou également Toulouse. Alors, c'est un concours différent, c'est une école complètement différente, c'est un concours différent. Donc, 7 de ces IEP sont accessibles à un concours qu'on appelle un concours commun, qui est un concours, pour le coup, écrit, avec plusieurs épreuves, une épreuve notamment d'histoire, donc qui s'inspire notamment du programme du lycée, une épreuve d'anglais, une épreuve de questions contemporaines. Ce sont des thèmes qui sont attribués tous les 2 ans. Les 2 autres IEP, ceux de Bordeaux et de Grenoble, en revanche, eux ont 2 concours spécifiques qu'il faut passer séparément. Mais est-ce que c'est le même type d'école, on apprend la même chose ou... Oui, je pense que le programme est à peu près le même. En tout cas, les matières se ressemblent. Donc, on va y apprendre du droit, de la science politique, de l'histoire, de l'anglais, de la géopolitique. Et puis, ça fonctionne aussi à peu près de la même façon. Donc, les 3 premières années sont assez généralistes. Et puis, les 2 années de master, elles sont plutôt spécialisées. Et puis, il y a une autre année en commun qui est la 3A, la 3e année, que les étudiants à Sciences Po Paris, comme dans les IEP de province, peuvent effectuer à l'étranger ou peuvent faire un stage. Alors, est-ce que c'est les recalés de Sciences Po Paris qui vont en Sciences Po de province ou est-ce que c'est un peu plus facile ou... Il est assez commun en fait, de passer ces 2 concours, d'abord parce qu'on n'a rien à perdre, et puis généralement parce que lorsqu'on veut faire Sciences Po Paris et qu'on a beaucoup de chances d'échouer, on l'a dit, il y a moins de 10% d'admis, c'est tout à fait agréable ensuite d'aller dans un IEP de province. Je pense que la plupart des étudiants vont préférer aller à Sciences Po Paris. C'est un petit peu comme si on était accepté à HEC, par exemple. Mais on y apprend la même chose. Et puis ensuite, lorsqu'on dispose de 3 années, notamment dans un IEP de province, on peut ensuite postuler en master à Sciences Po Paris, et c'est assez fréquent. D'accord. Sciences Po Paris a aussi des campus en province, hein, c'est ça qui est complexe. Vous êtes à Poitiers, c'est ça, pour le campus J'étais à Paris, mais j'ai candidaté à Poitiers. Vous avez candidaté à Poitiers, il y a Reims pour les États-Unis, il y a le Menton pour le Moyen-Orient. Est-ce que c'est pas difficile de gérer les rapports avec les Sciences Po de province et vos campus qui sont en province? Donc en fait, si je peux me permettre, donc la particularité de Sciences Po dont on parle aujourd'hui, donc Sciences Po de la rue Saint-Guillaume, voilà, de la rue Saint-Guillaume à Paris, 7e, mais qui en réalité est seulement l'un des différents campus qui constituent le collège universitaire. On appelle à Sciences Po tous ces campus le collège universitaire. Il y en a un à Paris, c'est le campus historique. Il a la particularité de ne pas avoir justement de coloration géographique. On peut y étudier, y prendre des cours sur toutes les régions du monde.
Et surtout, il a une très très grande ouverture sur des doubles diplômes nationaux. C'est sa très grande particularité. Mais on y étudie très exactement, si on regarde un peu la philosophie de Sciences Po, les mêmes matières fondamentales qui constituent le cœur des sciences humaines et sociales que ce qu'on étudie à Sciences Po Menton, Sciences Po Nancy, Sciences Po Dijon. Mais le niveau n'est pas meilleur à Paris par rapport à Menton. Il n'y a pas un bachelor un peu mieux que l'autre. Au contraire, il n'y a pas de au contraire d'ailleurs, c'est très exactement le même projet même diplôme académique, exactement. Il y a aussi un autre campus que j'ai visité, c'est rue Saint-Thomas, c'est ça, qui est là, c'est autre chose, c'est pour d'autres formations, comment ça se passe? Pas du tout, c'est l'un des bâtiments. C'est l'un des bâtiments de la rue Saint-Guillaume, dans le même quartier. Oui. Boulevard Saint-Germain, rue de la Chaise, Saint-Thomas. Alors je sais pas si vous occupez tout le quartier, tout Saint-Germain-des-Prés. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est à côté, c'est dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, avec le café de Flore, voilà, c'est vraiment l'église de Saint-Germain-des-Prés, c'est un quartier historique de Paris, et c'est vrai qu'il y a eu d'autres bâtiments. Il y a le bâtiment historique rue Saint-Guillaume, avec la célèbre péniche, hein, c'est ça le banc sur lequel on a pu le voir à l'écran, et puis d'autres bâtiments. Mais ça fait que finalement, le Sciences Po que certains ont connu il y a 50 ans ou 40 ans, où il y avait peut-être 700 élèves, finalement pas plus. Aujourd'hui, il y a combien d'élèves à Sciences Po? Il y en a plus de peut-être 15 000. 15 000 donc, si vous prenez toutes les formations en son ensemble. Et c'est beaucoup plus international, c'est pour ça que le recrutement est beaucoup plus international. J'ai une question, justement... il y a différents types de recrutement, donc il y a la voie générale que vous avez faite, il y a la voie aussi internationale. Est-ce qu'on peut un peu expliquer comment ça se passe? Donc ce sont pour des étudiants étrangers, des Français de l'étranger. Est-ce que c'est plus difficile, moins difficile? Comment ça se passe? Alors, sur cette voie, ce qui caractérise vraiment la voie internationale, c'est la nationalité du diplôme qui est préparé. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir, on n'en a pas beaucoup, mais il y en a, des Français qui préparent, qui sont lycéens aux États-Unis dans le système américain et qui, du coup, passeront par la voie internationale. La plupart de nos candidats de ces voies sont des étudiants internationaux ou binationaux. Étrangers, donc qui ont la nationalité étrangère. Qui ont le diplôme qu'ils préparent. Le diplôme étranger. Si on est dans un lycée français de l'étranger, on postule par Parcoursup, par Parcoursup comme un... D'accord, voilà. ok. Ce qui est un changement par rapport à avant, l'entrée de Sciences Po sur Parcoursup, où ces étudiants des lycées français de l'étranger postulaient via la voie internationale. Et est-ce que la procédure est différente, en fait, de celle qu'on peut trouver sur Parcoursup? C'est la même, donc le dossier est le même. En revanche, on prend sur la première épreuve, qui est les notes du baccalauréat, on va prendre l'équivalent des notes du baccalauréat que nous avons dans les différents systèmes étrangers. Pour la voie CEP, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Donc, ce sont des admissions via les lycées de zones d'éducation prioritaire. Ça a été beaucoup discuté. Comment ça se passe exactement? Alors, ces candidats postulent via Parcoursup, donc ils font comme les autres du bachelor, donc du collège universitaire, ou le vœu d'un double diplôme. Ils sont comme les autres. Ensuite, ils sont évalués dans un vivier. Pour être éligible, il faut faire partie d'un lycée en partenariat et avoir suivi la scolarité du lycée dans ce lycée et d'avoir suivi les ateliers Sciences Po qui sont animés par des enseignants très engagés auprès de nous et qui sont avec nous pour accompagner ces candidats. J'aimerais demander à Paul comment s'est passé son oral. Est-ce que tu étais intimidée? Comment ça s'est déroulé? Alors déjà, l'oral, il se déroule sur Zoom, donc vraiment s'assurer d'une bonne connexion. C'est un détail technique, mais c'est important. Alors du coup, l'oral, en tout cas l'année dernière, il y avait 2 minutes de présentation, où c'est un peu une redite de notre texte Parcoursup. Et après, pendant 10 minutes, on doit présenter, commenter une image, sans vraiment temps de préparation. Je crois qu'on a à peu près une trentaine de secondes. Donc on commente l'image, et après on a 10 minutes de questions. Sur quelle image tu es tombée? Alors moi, j'avais un tableau de mineurs dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc voilà. D'accord. Donc ça peut vraiment être de tout, enfin pas tout et n'importe quoi, mais... C'est en rapport avec l'actualité, les fameuses images qu'on doit commenter? Ou ça peut être un tableau Voilà, oui. Vous avez des photographies, vous avez des peintures, vous avez... Mais est-ce qu'on attend un rebond sur l'actualité, justement? Non.
On n'a pas de... En tout cas, la consigne qu'on va d'ailleurs cette année afficher à l'écran, il n'y a pas de connaissances prérequises sur l'image qui est attendue. Donc si on ne connaît pas l'auteur, toi tu... Je ne sais pas du tout l'auteur ni rien. D'accord. Donc, et qu'est-ce que vous avez dit du coup? Moi après, c'était sur les mines, du coup, comme j'avais fait suivi l'aspect HGSP, on avait vraiment beaucoup étudié ça, donc c'était vraiment une chance. Et par contre, j'avais essayé de rebondir un peu sur l'actualité, sur l'énergie, etc. Donc l'aspect HGSP, c'est humanité... Non, c'est histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. D'accord. Et est-ce que tu as été mis en difficulté à un moment donné ou est-ce que tu as trouvé ça difficile? J'avais beaucoup d'appréhension, mais les examinateurs étaient vraiment très gentils. Enfin, ils m'ont vraiment mis à l'aise. Donc du coup, ça s'est fait vraiment très calmement. Est-ce qu'il y a d'autres épreuves à l'oral à part le commentaire d'image? Non. Après, il y a une séance de questions-réponses. Là, je m'étais préparé des petites questions. C'était sur quoi? Par exemple, mon livre préféré, ou pourquoi je voulais aller dans tel campus, ou bien c'est quoi le fait d'actualité qui m'avait marqué. Donc, il y avait des questions que je m'étais déjà préparées. Donc, je faisais croire que c'était spontané, mais en fait, ça ne l'était pas tout à fait. Et du coup, voilà. Est-ce qu'il y a des erreurs rédhibitoires, en fait, des erreurs à ne pas commettre pendant les oraux? Ne pas penser que tout est préparable, justement. Enfin, il faut venir préparer, ça c'est très important. Oui. On a pour ça beaucoup d'informations sur nos sites. Il faut vraiment travailler, faire un travail réel. Si on s'y intéresse et qu'on est passionné par les sciences humaines et sociales, il faut faire sa recherche, il faut regarder quelle Sciences Po nous intéresse, quel IEP nous intéresse. Sur le collège universitaire de Sciences Po, quel campus nous intéresse, en quelle langue on veut faire nos études, en français, en anglais, à Paris ou ailleurs. Est-ce qu'on veut une coloration géographique ou pas, et ainsi de suite. Est-ce qu'on s'intéresse à toutes les composantes en fait de ce projet de Sciences Po, parce qu'on postule au collège universitaire. Quel que soit le campus, il faut qu'on adhère à il faut qu'on aime en fait cette logique de travail, cette pluridisciplinarité. Il faut qu'on soit intéressé par ce parcours civique qu'on propose à nos étudiants, cette forme de stage nouvelle à Sciences Po, certes, mais une longue tradition en fait d'intégration des étudiants à la vie professionnelle entre guillemets. Donc il y a vraiment un travail de préparation nécessaire, mais en revanche, ne pas penser que tout peut être absolument joué à l'avance, donc cette part de subjectivité, cette part de... Est-ce que vous voyez des élèves qui mentent, en fait, qui s'inventent une vie? Est-ce que vous le voyez tout de suite? J'imagine que vous avez dû faire passer des oraux. Oui. Oui. Des fois, ça se voit. Des fois, ça se voit, et voilà, on essaye de se retenir pendant les 30 minutes, parce que voilà, c'est parfois... Voilà, des moments un peu gênants, ou alors on veut aussi faire de ce moment une possibilité pédagogique, c'est-à-dire d'expliquer qu'en fait c'est pas comme ça la vie, enfin, il y a des choses qui peuvent passer. Et on nous a fait croire que c'était spontané, ça a marché, c'est très bien, mais c'est pas ce type de problème. Ça, à la limite, c'est un bel exercice en fait de travail sur soi et de la présentation que l'on a de soi. Est-ce que vous vous souvenez de choses vraiment étonnantes que vous avez entendues pendant un oral? Nous convaincre de certaines argumentations ou de certaines réalités pour expliquer certaines choses, alors que soyez un peu plus précise. Quand on a par exemple des tentatives d'explication à tout prix, de vouloir démontrer que l'on sait à tout prix, alors que la personne ne sait pas. Alors que ça se voit, hein, vu les arguments qui sont présentés, ça ne peut pas être ça. On préfère en fait une façon intelligente, ou enfin en tout cas plus spontanée, de nous dire que voilà, j'ai peut-être pas la réponse à cette question, mais je peux peut-être vous proposer d'autres logiques de réponse. Je dirais voilà que c'est plus honnête et plus authentique. On ne s'attend pas de toute façon à ce que les étudiants sachent tout et fassent tout parfaitement bien, sinon ils ne postuleraient pas, ils ne souhaiteraient pas intégrer notre école comme n'importe quelle autre école d'ailleurs. Certaines familles souvent accusent Sciences Po en disant on ne prend pas les élèves des lycées privés, on ne prend pas, vous prenez uniquement des élèves boursiers, enfin il y a beaucoup ce reproche-là. Est-ce que c'est vrai que vous discriminez les élèves des écoles privées? Alors non, c'est vrai qu'on est très sélectif. Donc c'est vrai que comme on a beaucoup de candidats et très peu de places, on peut avoir, en tout cas on peut comprendre que ce sentiment existe, parce que la plupart des candidats qui vont recevoir une réponse négative, c'est des excellents élèves qui viennent de très bons lycées partout en France, et donc du coup on peut comprendre qu'on est... mais en tout cas, il n'y a aucune discrimination, tous les dossiers sont lus.
on essaye de considérer que l'excellence académique est un critère important, mais la motivation aussi. Et ça, c'est un point du dossier, mais aussi beaucoup de l'oral. Et c'est vrai qu'il faut être motivé, il faut pouvoir le dire à sa façon, qu'on soit timide, réservé, très expansif. Il faut pouvoir convaincre, parce que l'oral, c'est vraiment une rencontre. Et on a fait le choix de maintenir l'oral dans la réflexion. Beaucoup d'universités, notamment anglo-saxonnes, n'ont pas des oraux automatiques, ou même dans certaines formations. Nous, on a considéré que l'oral, c'était la première rencontre avec le futur potentiel candidat, étudiant, et que c'est quelque chose qui est important. Et on a tellement peu de place qu'on sait qu'on passe à côté de talents, mais il y a plein d'autres formations, et on peut en retrouver en master, on l'a dit tout à l'heure. Une deuxième chance pour les candidats. Merci beaucoup à tous d'être venus à cette émission, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle émission de Paris d'École. Merci. Merci.